Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact by Tigida. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Joyce Otto et nous allons parler de leadership féminin. Bonjour Joyce. Bonjour Lady Tigida. Est-ce que tu peux te présenter brièvement à mes abonnés? Oui, très bien sûr. C'est une joie immense d'être accueillie dans ce beau studio. Je suis le docteur Joyce Otto, architecte polytechnicienne et donc PDG de la Womenopolis Business Chamber and School. Dans ce sens que j'installe des écoles de leadership en étant architecte. Je suis expert en industrie et technologie des marchés émergents. Et dans le cas du leadership, en fait, il y a j'ai créé un réseau, le patronat économique des technocrates et des femmes leaders. Waouh! Rien que ça. Vous avez vu? Rien que ça. Oh là là, je suis impressionnée par ton parcours. Alors, Joyce, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le leadership? On entend parler de leadership un peu partout. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le leadership? Eh bien, je dirais tout simplement que le leadership, c'est ce truc qui vous emmène à voir tout de manière différente, à voir des changements partout. Alors, il faut pouvoir en parler. On devient un leader d'opinion. Il faut pouvoir le réaliser. Voilà. Et donc, un leader, c'est quelqu'un, pas simplement qui conduit des équipes, mais qui apporte des changements. Sur le plan humain, sur le plan structurel, sur le plan économique, à tous les niveaux. Waouh. Enfin, j'ai une question par rapport à ça. Justement, je vais rebondir sur le fait que, sur l'explication que tu viens de donner. Est-ce que, pour être une leader, ça se révèle ou on est né avec? Eh bien, je dirais, j'ai plusieurs réponses. Oui. En fait, j'ai une chaire mentorale dans le leadership, Oui. tout simplement parce que, en tant qu'expert en intelligence managériale, le leadership fait partie du management. Mais on est avec un potentiel de leader. Donc, comme j'ai été révélée comme jeune leader à l'âge de 11 ans, je suis devenue soliste lyrique d'abord, avant de devenir vocaliste jazz à 18 ans. Donc, on est avec un potentiel, en fait, qui doit être, je dirais, cadré, canalisé, et il faut être formé. Sinon, on vit un leadership qui s'apparente un peu à un désir de Starmania, je dirais ça comme ça. Tu me dis qu'il faut être formé pour être une bonne leader? Absolument. C'est quoi les clés pour être une bonne leader? Eh bien, pour être un très bon leader, une bonne leader, il faut être humble, avoir le regard tourné vers les autres. En fait, un leader, c'est quelqu'un qui sert les autres, qui met en fait ses compétences au service des autres. C'est quelqu'un qui entend les autres. C'est quelqu'un qui a la compassion des autres. Et maintenant, adapté aux différents domaines de compétences, ça veut donc dire qu'il a l'expertise qui lui permet d'apporter des solutions aux autres. Qu'est-ce que tu penses du management français? Puisque je sais que toi, t'as été un petit peu, t'as une carrière un petit peu internationale, si j'ai bien compris. Oui. Qu'est-ce que tu penses du leadership à la française, du management à la française? Je dirais que la France a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est le social. Oui. Par contre, au niveau du management, donc du marketing, je pense que les entreprises rencontrent d'énormes difficultés. Dans la mesure où, dans les systèmes conservateurs, donc sociaux tels que la France, on a tendance à avoir une attitude de luxe. D'ailleurs, on parle beaucoup de luxe en France. Et le luxe, donc, c'est tout ce qui est produit artisanal, produit qui flambe. Alors que le marketing vous emmène à tenir compte du pouvoir d'achat de votre potentiel clientèle, des prospects. Et donc, disons que la France est en train de se réveiller, de se révéler, pour pouvoir conduire un très bon management. En fait, moi, je parlerai de management de transition. D'accord. Mais c'est encore très difficile. Est-ce qu'on est en retard par rapport au reste du monde? Je crois, oui. Je crois parce que il y a de très grandes initiatives qui ont été lancées quant au business angel. Mais il faut être coopté, par exemple.
les banques ne sont pas encore très ouvertes par rapport à l'économie de marché. À Londres à côté ou dans d'autres, aux États-Unis par exemple, lorsque vous avez un projet, vous en parlez avec votre conseiller qui vous libère en fait une ligne financière. Pas besoin d'apporter des tonnes de dossiers ni des tonnes de caution. Alors qu'en France, c'est encore très, très, très difficile. J'ai eu un invité le mois dernier, Junior Nadier, à qui je fais un grand coucou d'ailleurs, qui me parlait de plafond de verre. Et lui aussi, il a un parcours international. Effectivement, on parle beaucoup de plafond de verre en France. Qu'en penses-tu? Je dirais que non. Le plafond de verre est humain. Le plafond de verre s'installe dès lors que vous voulez intégrer un cadre dont vous n'avez pas les codes. C'est vrai dans tous les domaines. Ce n'est pas simplement vrai en France. En France, d'accord. Ça veut donc dire que, d'où l'importance des réseaux. Aujourd'hui, les réseaux sont vulgarisés. Mais je pense que les entrepreneurs, les consultants n'ont pas très bien compris. Il s'agit de partenariats qui vous permettent de conduire des croissances, croissance de votre entreprise, croissance de votre chiffre d'affaires. Et parce que vous rencontrez des patrons, des mentors, ils facilitent les accès. Et donc, il n'y a plus de plafond de verre. C'est du lobbying, en fait. La France étant un pays de code, est-ce qu'il faut un mentorat pour des personnes issues d'un milieu peu favorisé? Oh, je dirais que les Anglo-Saxons et les Américains ont réussi quelque chose de très beau, c'est qu'ils croient au profil, au charisme, au leadership. Alors que la France et l'Afrique, les pays francophones sont encore très conservateurs. Et donc, cela ne dépend pas de votre origine. Je dirais que cela dépend du bonne rencontre. Ah, mais justement, comment on fait lorsqu'on veut intégrer ces milieux et qu'on n'a pas le bon carnet d'adresse? Eh bien, il faudrait absolument essayer de fréquenter des conférences spécialisées dans son domaine. Dans son domaine. Il faudrait lire énormément sur les professionnels de son domaine. Et il faudrait aller rencontrer des aînés en demandant d'être mentoré ou d'être parrainé. On le fait beaucoup chez les anglo-saxons. On va rencontrer des aînés en disant, voilà, je me lance, je m'y connais pas très bien, j'apprécie ce que vous faites, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Et ils se mettent à vous inviter à des tables rondes, à des cocktails. Ils vous recommandent d'écouter, de ne pas parler. D'écouter. Voilà. Et pendant un moment, vous écoutez énormément et vous débriefez, en fait, ensuite, lorsque vous rencontrez avec le parrain. Et petit à petit, en fait, on vous demande ce que vous pensez de tel ou tel sujet. Et selon votre intéressement ou selon votre ingéniosité, on vous confie un petit dossier et petit à petit, vous êtes intégré. Je dirais que en France, la donne est faussée parce que, je me permets, je pense que les Africains francophones vivent le poids de l'histoire. Et il y a eu un amalgame dans la mesure où, même au milieu des élites francophones, c'est aussi vrai. C'est pas simplement vrai en France. D'accord. Voilà, c'est vrai dans tous les univers qui ont trait à l'élitisme, en fait. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça qu'on aura peut-être besoin de mentorat. Et il me semble que tu as une école qui forme. Oui, en fait, j'installe des écoles de leadership. J'en ai installé 30. Waouh. Voilà, là, je suis en train... j'ai installé une école de leadership qui a démarré... à la rentrée. Voilà, ce sont France, uniquement en France. Oui, dans le 95, là. D'accord. Et là, j'ai une deuxième école qui est en train de se préparer par rapport au leadership social. Waouh. Voilà, et donc je pense que c'est une bonne envergure pour pouvoir démystifier tout ce qu'on appelle réussite, que j'appelle réalisation. Il faut des mentors qui vous décodent tout. Ils vous décodent le parcours, ils vous décodent le fait que, ils démocratisent la réussite. Ils vous emmènent ils vous apprennent l'humilité professionnelle, l'intégrité intellectuelle. Et comment percevoir en fait le futur, comment se projeter, comment se mettre au service des autres, comment proposer des solutions humbles et nobles.
Waouh. Alors, une question, si tu le permets. Quand on est une leader, qu'on est une femme racisée, Oui. est-ce que c'est pas plus difficile? Eh bien, cher Young Lady Tikida, je vais, en fait, voici la surprise. C'est que j'ai été racisée dans les milieux noirs. Oui, c'est ça mon histoire. Mon histoire, c'est la suivante, c'est que j'avais entendu beaucoup parler de racisme et tout ça, mais les afrodescendants m'ont mené la vie très difficile. J'étais racisée par les nôtres. Et s'il n'y avait pas eu les profils à l'international, je n'aurais jamais fait ce parcours, jamais, mais à tous les niveaux. Mais je suis très surprise de ce que tu me dis. Oui, même quand j'ai terminé les expertises que j'ai eues, j'ai même été empoisonnée, cerveau brûlé, utérus brûlé, oui. Et donc, je peux dire que en faisant de On t'a empoisonné? Oui, menacée physiquement pendant 6 mois, empoisonnée. Par des gens de la communauté? Ça allait très loin, parce qu'on me reprochait d'avoir fait ce cursus. Et donc, dans ce sens que, et c'est encore vrai, parce que je viens de passer 6 mois en Afrique, là, où j'ai donné beaucoup de conférences sur l'architecture et le leadership appliqué. Eh bien, je veux dire que ça n'a pas été facile. C'est mon expertise, en fait, dans l'industrie qui m'a ouvert les portes. Mais dans des cercles avec des grands frères, ils ne supportaient pas que les solutions viennent de moi. Et donc, je me faisais ridiculiser par ceci ou cela. Et donc, je dirais que c'est humain. On se trompe énormément en pensant que les considérations raciales sont simplement occidentales. Non. Aujourd'hui, les afrodescendants sont très sectaires, je dirais. Et pour avoir instruit énormément de structures, de réseaux, de grosses entreprises, j'ai eu de grosses surprises. Alors, j'ai toujours tendance à dire que on vous appelle pour pouvoir poser les expertises, et quand le président va arriver, on vous pousse dans un placard et on met le petit frère à la place. Mais voilà. Je suis choquée de... C'est réel. À un moment, au début, je l'ai mal vécu, et j'ai rencontré beaucoup d'experts comme moi qui vivaient la même chose, et donc je dirais que c'est humain. Oui, c'est humain. Et bon, par rapport aux afrodescendants, je pense qu'il faut se défaire. En fait, considérer que les traumatismes historiques sont une voie, il y en a d'autres. Tu penses que c'est transgénérationnel, en fait, les traumas qu'on transporte? Non, c'est le manque de culture. Le manque de culture. Oui, c'est l'inculture. Quand bien même on est instruit? C'est l'inculture qui... oui, c'est l'inculture. Je vous dirais ceci. Prenez un franchouillard dans l'arrière-pays qui n'a pas jamais pris le métro ou l'avion. Il a peur des étrangers. Oui, c'est vrai. Allez en Afrique. Prenez un Africain qui n'a jamais pris d'avion ni de tram. Il a peur des étrangers. Ils ont le même comportement. Mais maintenant, emmenez ces deux à voyager. Vous verrez qu'ils sont très ouverts sur le monde. Et nous, en fait, la diversité diaspora, nous sommes pas rendus compte que nous étions des ambassadeurs, des diplomates culturels, économiques. C'est à nous, en fait, de défaire tout ça, d'ouvrir les portes, et puis de créer des solidarités internationales. Mais justement, en ce moment, je pense que tu dois le savoir. Il y a pas une propagande, mais presque, où on propose aux afrodescendants, en tout cas, oui. Ou alors on leur reflète que la vie étant meilleure en Afrique, il faut investir en Afrique. Que pourrais-tu dire aux afrodescendants s'ils devaient investir en Afrique? Est-ce que c'est une solution? Est-ce qu'il faut être préparé avant? Qu'est-ce que tu recommanderais? Alors, nous allons avoir le 31 juillet la Journée internationale des femmes leaders afro-pays. Je suis revenue après 6 mois en parlant de diasporature. C'est-à-dire qu'il faudrait arrêter de demander à la diaspora d'investir en Afrique pour une simple raison, c'est que les plafonds de verre sont encore plus durs là-bas. C'est que la corruption est horrible. C'est-à-dire, pour vous prenez un taxi, vous allez au commissariat, vous allez dans n'importe quel service, vous devez poser un billet et vous n'en avez pas la culture. On ne vous l'a pas dit. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que la diasporature, comme je l'appelle, la diasporature, voilà, doit réaliser
que lorsqu'on a une culture dans le pays où l'on vit, il faudrait se distinguer d'abord où l'on vit, apparaissant comme un mécène dans les pays d'origine. Parce que dans les pays d'origine, par exemple en Afrique, on demande d'investir, mais énormément de personnes là-bas ont créé des tonnes de choses. Moi, je suis architecte, par exemple. Vous avez beaucoup d'immeubles, de construction dans tous les sens. Oui. C'est très, très, très dur. Il faut être introduit. Pour être introduit, par exemple, j'ai travaillé avec des banquiers qui recommandaient que pour investir en Afrique, il faudrait avoir 3 fois son budget. Le budget attenant au projet et les 2 tiers pour faire des cadeaux, vous voyez. Et tout cet état d'esprit, il faut être préparé. Il faut être préparé. Je dirais que nous, la diaspora, doit développer en fait des diplomaties citoyennes de telle manière. Et puis en plus, le problème aussi en Afrique, c'est que si vous êtes issu d'une région opposée à celui qui a le crédit ou la signature dont vous avez besoin, il y a encore beaucoup de travail. Mais par contre, l'Afrique contemporaine est très développée, hein, très développée. Mais ces clichés culturaux n'ont pas disparu. Donc, en conclusion, je conseillerais à Diaspora de d'abord aller voir, de se préparer, de créer des réseaux, de les prouver dans les 2 sens. C'est pas en ayant économisé un petit peu ici. Non. On nous fait tellement miroiter de choses à travers les réseaux sociaux, on nous fait tellement miroiter le fait que c'est tellement mieux d'aller vivre là-bas en pensant que la vie étant moins chère là-bas, c'est plus facile. C'est une, enfin, je le suis, hein. Je crois que tous les afrodescendants se disent aujourd'hui millionnaires et milliardaires. Oui, mais à quelles conditions? C'est-à-dire que vous avez peut-être un petit immeuble que vous habitez, mais le voisin à côté habite une maison en terre battue. La rue, il y a pas de route. Oui. Les chauffeurs, tout coûte très cher. Et donc, si vous hissez à un certain niveau, eh bien, vous n'aurez pas assez de cash flow, comme l'on dit, pour pouvoir tenir 6 mois. Et donc, je pense que au lieu d'emmener la diaspora à investir en Afrique, il faudrait l'emmener à faire comme l'ont fait les Juifs, à savoir devenir des leviers d'investissement pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de l'Afrique. Moi, je parle plutôt d'une Afrique économique, c'est-à-dire différente de l'Afrique de papy et mamie. Oui. Un peu comme ici, c'est-à-dire on va voir papy et mamie dans l'arrière-pays et on travaille en fait dans les grandes zones. Ça veut dire aussi que il faudrait investir plutôt dans des smart cities. Au lieu que la diversité, la diaspora investisse en Afrique, je lui dirais de pouvoir installer des zones résidentielles, mais des labos en fait, pour pouvoir faire des transferts de compétences, des transferts technologiques, des transferts de moyens, des transferts dans tous les sens. Waouh. Mais il faut pas investir en Afrique. Il faut s'élever en Occident et devenir un mécène, un mentor pour l'Afrique. Voilà. Alors, on va revenir légèrement sur le leadership féminin. Oui. Alors, comment on fait pour être une leader féminine sans pour autant paraître trop autoritaire, trop douce, trop ambitieuse dans une culture encore très normée? Bon, je vous dirais ceci, c'est que en réalité, le leadership est vieux comme le monde. Ça fait partie des royautés, ça fait partie des présidents. En fait, c'est la gouvernance. Et lorsque vous faites de bonnes écoles, vous rencontrez de très bons dirigeants qui vous apprennent à vous mettre au service des autres. Donc, je reviens sur l'humilité. L'humilité vous permet d'écouter les autres. Et lorsque vous proposez des solutions, que ce soit des fusées, que ce soit des Android ou enfin des téléphones ou je ne sais trop, tout ce qui est high-tech, c'est pour contribuer à améliorer les conditions de vie des autres. Et l'écoute des autres vous oblige forcément à aller vers des personnes dont les conditions de vie ne sont pas les mêmes que les vôtres, qui ne parlent pas le même langage que le vôtre, qui n'ont pas les mêmes valeurs et les mêmes rapports que les vôtres.
Vous voyez? Et cette humilité-là et ce service des autres façonne votre charisme. Par conséquent, pour être un très bon expert, c'est un peu comme un médecin. Faut être proche des gens. Ouais. Donc, public relations, donc ressources humaines, mais ça s'apprend avec le temps. Avec le temps. Et je dirais que, bon, en France et dans la francophonie, il y a une culture qui est encore très salariale. Oui. Et donc, cette humilité-là, elle n'est pas très parlante, hein, mais elle est vraie, tellement vraie dans les milieux entrepreneuriaux. Parce qu'on a toujours besoin des autres. On travaille énormément en synergie. On apprend à se faire donner la réplique par l'autre. On apprend à être conciliant. On n'est pas bon parce qu'on a été major de son école, parce que les autres directeurs autour de vous, les autres, eux aussi ont été des majors. En fait, on apprend à être conciliant, à composer. Voilà, c'est cela. C'est cela, être un leader. Et ce que j'allais dire, moi je pense que tu as en partie répondu à la question. Est-ce que c'est mieux d'être une leader dans le salariat ou dans l'auto-entrepreneuriat? Je dirais qu'il y a une petite erreur en ce moment. On célèbre énormément les grands leaders, mais qui sont des capitaines de bateau, c'est-à-dire qui sont des directeurs ou des cadres supérieurs, salariés. Ils n'ont pas la même attitude que les chefs d'entreprise, pas simplement d'auto-entreprise, mais des TPE, PME, etc., dans la mesure où on leur apporte un cahier des charges, qu'ils vont équiper, diriger. Alors que un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui affronte en fait l'adversité pour pouvoir composer un cahier des charges et enfin, en fait, trouver une équipe, former les équipes, les écouter. Il y a la donne dont je parle beaucoup, c'est l'anthropologie économique, tenir compte des religions, des profils, des éducations, etc. Ce qui n'est pas vrai dans le salariat et qui est vrai en entreprise. Donc, c'est deux approches différentes. D'accord. Merci beaucoup, Joyce, pour ton intervention, qui, je l'espère, sera d'une grande utilité pour chacune d'entre nous. Au plaisir de vous voir le mois prochain. Je vous invite à écouter ce podcast qui est hyper enrichissant. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.